Et donc, comme je te disais, est-ce que je crois qu'une société entière puisse basculer? Non. Ce que je crois, c'est que des bascules arrivent qu'on ne maîtrisera pas. Et qu'au moment où ces bascules vont se produire, les gens vont pas, à ce moment-là, dans la panique, parce qu'ils vont se dire d'un seul coup, oh, merde, qu'est-ce que je fais? J'ai pas prévu cette histoire-là. Dans la panique, les gens vont pas innover, vont pas inventer des choses nouvelles. Ils vont être en situation d'insécurité, ils vont avoir besoin de se rassurer en allant vers des choses qui sont déjà proposées, qui existent déjà. Et donc l'important, c'est de créer ça, de créer aujourd'hui une alternative. Et même si elle est marginale, il faut que ce soit une grosse marge, qu'elle ait démontré qu'elle fonctionne, qu'elle soit inspirante, que les gens qui font ça sont plus heureux que les autres à mesure que la situation va se tendre. Nouveau rôle modèle, en fait. Exactement. Donc il y a beaucoup de gens qui n'iront pas, qui ne feront pas le projet pas tout de suite. Jardin. Non, mais même ils pensent qu'ils ne le feront jamais, parce que c'est beaucoup plus pratique de se prélasser dans le sofa et de regarder Netflix. Voilà. Mais malgré tout, il faut qu'ils le sachent et que ce soit un peu inspirant pour que la petite graine soit là, afin que le jour où la branche sur laquelle ils sont tranquillement assis va casser, ils aient cette branche-là à laquelle se raccrocher, et non pas la seule autre branche qui existe, qui est une verticalisation du pouvoir, une amplification des logiques sécuritaires autoritaires, et d'une manière ou d'une autre, une société qui s'organise autour de rapports de force, nous contre eux. Voilà. Et ben ça peut être nous avec eux aussi, mais ça, cette branche-là, malheureusement, pour l'instant, c'est une brindille. Et si la branche casse demain, elle ne sera pas suffisante. Les gens vont massivement aller vers les gens qui vont leur promettre de la sécurité. Et ça va être le début d'une dérive dictatoriale qui ne dira pas son nom, et ce sera bien ça. Si vous cherchez à avoir accès à un terrain agricole en Suisse sans avoir le papier d'agriculteur, cette vidéo est faite pour vous. Et en passant, allez voir la vidéo en entier de l'interview d'Arthur Keller, qui est, selon nous, extrêmement pertinente dans le contexte actuel. Alors, première remarque, cette vidéo s'adresse à des gens qui voudraient lancer des projets de résilience territoriale, si je peux reprendre les mots d'Arthur Keller. Si c'est seulement pour se faire la main au jardinage et que vous avez un jardin, mon premier conseil, c'est utiliser votre jardin. Cette vidéo s'adresse vraiment, si vous avez un projet, peut-être avec d'autres personnes, sur une plus grande surface. Notre objectif à nous, donc, c'est d'aider le plus possible de personnes à avoir accès à un bout de terrain agricole, justement pour développer un peu cette résilience territoriale et ce savoir-faire qui va être hyper utile durant ces prochaines années. Donc tout ce qu'on peut aider pour permettre à des gens d'avoir accès à du terrain et pouvoir commencer à expérimenter, à savoir s'entraider, à savoir s'organiser avec d'autres personnes pour développer un peu cette résilience alimentaire, c'est ça de gagner. Petite parenthèse, si vous êtes agriculteur ou que vous possédez du terrain agricole et que vous voulez le mettre à disposition de personnes ou que vous cherchez des personnes avec qui vous associer, écrivez-nous parce que des personnes qui cherchent du terrain, il y en a partout, en tout cas en Suisse romande. Donc c'est pas ça qui manque, à mon avis. Où que vous soyez, si vous avez cette possibilité-là, vous trouverez des gens. Donc contactez-nous et nous, on relayera l'information. Alors, pour situer, tout ce qu'on va vous expliquer là, c'est basé sur notre expérience à nous, sur environ 2 ans de création de projets et de recherche de terrain. Au début des 2 ans, on était allé consulter un notaire pour savoir légalement ce qui était possible en Suisse. Donc je vais un peu tout remettre en contexte et vous expliquer la vision d'ensemble. Si vous êtes là, j'imagine que vous avez compris un peu le contexte socio-économique et que vous avez compris aussi qu'actuellement, faire des projets à long terme, c'est quelque chose d'extrêmement risqué parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer ces prochaines années. Donc en fait, la vidéo actuelle tourne plutôt autour de l'acquisition de terrain agricole par location, parce que c'est comme ça que vous aurez le plus de chances d'acquérir entre guillemets du coup, d'avoir accès à du terrain agricole. Et on part du principe que acheter du terrain agricole, même si vous avez la possibilité de le faire, c'est pas forcément un pari et un investissement judicieux.
au vu des bouleversements qui vont avoir lieu ces prochaines années / décennies. Nous, notre association, Pantera, on est sur un terrain agricole, on est locataire du terrain agricole. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, c'est légal d'acheter du terrain agricole jusqu'à 2500 m² sans avoir le papier d'agriculteur. Et les parcelles de 2500 m², elles ne peuvent pas être adjacentes les unes aux autres pour créer artificiellement une parcelle plus grande. Ça, c'est pas légal. Sauf si par hasard, il y a effectivement des parcelles de 2500 m² qui se touchent. Donc ça, c'est pour l'achat, mais on part du principe que c'est plus judicieux de louer que d'acheter. Donc pour la location, il y a en gros 3 cas de figure. Premier cas de figure, il y a un propriétaire privé, donc une personne lambda, qui possède du terrain agricole et qui le loue à quelqu'un d'autre, en général un agriculteur. Deuxième cas de figure, c'est du terrain agricole qui appartient à un agriculteur et qui est utilisé par l'agriculteur lui-même, ou sous-loué, mais à un autre agriculteur. Et troisième cas de figure, c'est une commune qui est propriétaire d'un terrain agricole et qui le loue à quelqu'un, souvent un agriculteur. Je vais revenir sur ces 3 cas de figure après. Avant ça, notre conseil, c'est que au début, quand vous vous présentez aux gens, il faut demander petit. Demander petit et demander proportionnel à la main-d'œuvre dont vous disposez, à la taille de votre équipe, à l'ampleur du projet. Deuxième conseil, arrivez avec un projet construit. Commencez pas par chercher du terrain. Préparez vraiment votre projet, cherchez des gens autour de vous avec qui vous voudriez construire quelque chose. Et mettez tout sur papier, définissez vos objectifs, vos besoins, etc. Une fois que vous avez pris contact avec le propriétaire, proposez un prix. Si ça, évidemment, chaque discussion se passera de manière différente, mais ce que vous pouvez faire, c'est proposer un prix plus intéressant que le prix de location qu'il a actuellement. Je prends par exemple un propriétaire privé qui louerait son terrain 500 francs par année à un agriculteur, et ben proposez-lui 800 par exemple, si ça peut être un argument. Il y a des personnes qui ne sont pas trop attachées à l'aspect budgétaire, mais pour d'autres ça peut être intéressant. Aussi pour un agriculteur, proposez-lui un prix suffisamment élevé pour que ça couvre la production qu'il aurait pu faire avec la parcelle que vous lui louez. Si un terrain est loué à un agriculteur et que vous entrez en contact avec le propriétaire et que le propriétaire semble montrer certaines réticences, essayez d'entrer en contact avec le locataire, donc l'agriculteur, pour discuter avec. Ça arrive des fois que le propriétaire se sente mal à l'aise de faire un contrat en plus du contrat actuel, surtout s'il n'est pas en bonne relation forcément avec l'agriculteur. Donc contacter l'agriculteur, ça peut permettre de relâcher un peu les tensions. Encore un conseil, si vous abordez des agriculteurs, surtout s'ils sont conventionnels, je ne parle pas des maraîchers bio comme ça, ne parlez pas de permaculture, de forêt-jardin, de jardin-forêt, de quoi que ce soit, agriculture syntropique non plus. Essayez d'être vraiment conventionnel dans votre langage. Parlez d'agriculture vivrière, de maraîchage, de verger, des termes qui existent depuis longtemps. Souvent ça rassure, et puis souvent l'agriculteur il ne vous verra pas comme un bobo qui vient de nulle part et qui ne connaît rien, et qui a inventé, qui a pris la nouvelle tendance, la nouvelle agriculture à la mode, et puis qui veut faire ça sur son terrain, quoi. Par exemple, nous quand on se présentait, au lieu de dire forêt-jardin, on disait une association entre un verger et un potager. Ce qui peut être intéressant aussi avec l'agriculteur, c'est de vous familiariser avec, c'est-à-dire s'il fait de la vente directe par exemple, allez lui acheter des produits, essayez de faire plus ample connaissance, invitez-le à boire un verre ou n'importe. Je reviens du coup sur les avantages et inconvénients de chacun des 3 cas de figure que j'ai énoncés avant. Premier cas de figure donc, je dirais favoriser ce cas de figure-là si vous trouvez ou que vous connaissez quelqu'un, un privé qui possède du terrain agricole, qui a les mêmes valeurs que vous et avec qui vous vous entendez bien. Si vous avez un cas de figure comme ça, foncez. Dans les avantages de ce cas de figure-là, on a comme principal le fait que vous allez pouvoir choisir un peu votre emplacement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir
évaluer quel terrain vous intéresse avant d'aller sonner à la porte de la personne. Parce que souvent, c'est des plus petits terrains, donc vous allez pouvoir savoir à l'avance à quoi ils ressemblent. Un autre avantage, et c'est souvent le cas, c'est qu'il y a probablement déjà des arbres adultes sur le terrain. Souvent, c'est des anciens vergers, ces terrains-là. Enfin, souvent. Tout est relatif, mais en tout cas, dans notre région, il y en a pas mal, c'est le cas. Par contre, dans les inconvénients de ce cas de figure-là, il y aurait potentiellement le fait que planter des arbres ou creuser une mare, ce soit compliqué. Surtout si le propriétaire actuel imagine un jour de nouveau louer un agriculteur ou construire, pourquoi pas, sans jugement de valeur. Donc c'est possible que le propriétaire vous dise t'es gentil, ton projet pourquoi pas, mais sans plantation d'arbres et sans modification du terrain. Donc vous faites seulement des cultures en gros. À la limite, si ça se passe comme ça et que c'est votre seule opportunité, j'ai envie de dire saisissez-la. Parce qu'on apprend déjà beaucoup juste avec les cultures annuelles et le fait de collaborer en groupe sans entrer dans les plantations d'arbres, etc. Concernant le deuxième cas de figure, si vous vous trouvez dans la situation où vous connaissez quelque chose de proche de chez vous, vous connaissez bien un agriculteur proche de chez vous, il est sympa, vous vous entendez bien avec, vous avez un peu les mêmes valeurs, et vous savez qu'il a suffisamment de terrain ou j'en sais rien, essayez d'entrer en contact avec lui et proposez-lui tout simplement de louer un bout de son terrain. Et comme j'expliquais avant, visez petit au début, visez proportionnel à votre équipe et à votre expérience. Les gros avantages de ce moyen, c'est qu'il n'y aura pas de tension, vu que normalement le propriétaire et l'utilisateur sont une seule personne. Il y aura un gros avantage au niveau du timing par rapport aux deux autres cas de figure. C'est-à-dire que comme le propriétaire et l'utilisateur sont une seule et même personne, vous vous retrouverez normalement pas dans le cas de figure où le propriétaire va vous dire ton projet me motive, je suis d'accord de te louer mon terrain, mais il faut que j'attende que le contrat précédent se termine, ou il faut que j'attende la saison prochaine ou j'en sais rien. Si vous vous adressez directement à un agriculteur, potentiellement il vous dit là actuellement il y a une culture de blé, je récolte mon blé et au printemps prochain tu peux y aller, quoi. Un avantage aussi de s'adresser à un agriculteur, c'est qu'il aura nécessairement, sauf cas particulier, des bottes de foin, de paille, de la biomasse, quoi, que vous pourriez lui acheter pour pailler vos zones de culture. Et un avantage aussi qu'il faudrait prendre en compte, c'est qu'en passant par un agriculteur, vous pourriez avoir un deal avec lui pour que lui puisse toucher des paiements directs à partir de vos cultures, surtout les plantations d'arbres. Chaque arbre offre la possibilité à l'agriculteur de se faire payer chaque année un certain montant. C'est quelques dizaines de francs par arbre. C'est pas grand-chose, mais ça peut être un argument intéressant à sortir. Et dans les inconvénients par rapport au cas de figure 2, c'est principalement que vous pourrez sûrement pas modifier le terrain, creuser une petite mare comme ça, à moins, sauf cas particulier, vous laissez tomber. Et autre élément, c'est que vous allez probablement pas pouvoir choisir vraiment l'emplacement précis. Si vous demandez, j'en sais rien, l'agriculteur il a 50 hectares, vous lui demandez j'ai besoin de 2000 m², il va probablement, sauf s'il est vraiment dans votre délire, il va probablement vous dire j'ai 2000 m² là-bas. C'est un talus en pente que j'arrive pas à exploiter, donc c'est à vous. Donc probablement que du coup vous vous retrouveriez avec un terrain plus difficile d'accès, mais dès le moment où on travaille à la main, c'est pas vraiment un souci. Il faut juste évidemment regarder un peu l'état du sol avant de valider le contrat. Mais j'ai envie de dire que même des terrains jugés pentus pour des agriculteurs souvent sont
relativement utile quand on travaille à la main. Et troisième cas de figure, je dirais le critère principal, c'est que par exemple, la commune dans laquelle vous habitez, le conseil communal est plutôt de gauche et plutôt dans les verts, et qu'il y a déjà des projets, initiatives en lien avec la durabilité ou j'en sais rien. Si c'est le cas, foncez, parce que vous avez beaucoup plus de chances que votre projet passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, il y a une loi qui fixe les prix licites. Ça veut dire le prix maximal auquel un propriétaire peut louer du terrain agricole. Et puis, dans notre cas de figure, dans notre zone, là où on a notre terrain, au maximum, c'est quelque chose comme 600 francs par hectare, par année. Et je crois que c'est un peu dans la moyenne, en tout cas dans le canton de Fribourg. L'avantage avec une commune, c'est qu'elle va forcément tout faire dans les règles. Donc le prix, vous êtes sûr que ça ne va pas dépasser ce prix licite. Contrairement aux deux autres cas de figure avec le propriétaire privé ou agriculteur, où vous pourriez trouver justement un arrangement à l'amiable, où le propriétaire pourrait vous facturer un prix plus élevé parce qu'il vous dit ça ou rien en gros. Ou bien il inclut dans le contrat de location justement les arbres fruitiers ou j'en sais rien. Un autre avantage intéressant du troisième cas de figure, c'est si vous voulez mettre le paquet sur l'aspect communautaire de votre projet, le fait de vous adresser à une commune, si elle est motivée par votre projet, fera qu'elle va vous soutenir à fond au niveau de la visibilité de votre projet et au niveau conseil juridique par exemple. Ce qui fait que vous aurez plus facilement un projet vraiment communautaire avec un esprit d'entraide. Si c'est une commune vraiment ouverte d'esprit qui a plusieurs possibilités, elle vous permettra peut-être de choisir aussi un terrain proche du village, proche du centre du village, ce qui fait que vous pourriez peut-être favoriser justement l'accès au terrain par rapport à si vous choisissez le cas de figure 1 ou 2. Dans les inconvénients par contre, comme la commune en principe, elle va tout faire bien dans les règles, ce sera sûrement plus difficile de creuser une mare, d'avoir les autorisations pour creuser une mare ou de planter des arbres, surtout si elle a des incertitudes par rapport à l'avenir, par rapport à si elle va de nouveau louer un agriculteur ou peut-être construire un jour ou comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres en Suisse, ils sont assez protégés à partir d'une certaine taille, ce qui fait que ça embête un peu tout le monde de prendre un engagement par rapport à la plantation d'un arbre. Et dernier inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est l'emplacement. Suivant le cas de figure, on peut imaginer que la commune vous dise oui, on a un petit bout de terrain, mais là-bas, à 2 km, et c'est loin de tout. Et s'il n'y a que ça, il faudra prendre et faire avec. Mais à l'inverse, peut-être qu'elle vous dira aussi on a 2000 m² en plein centre du village, et puis on est motivé à ce que vous nous fassiez un projet communal. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, du coup, comment on fait concrètement? C'est la partie utile qui commence. Pour chaque cas de figure, c'est pour ça que j'ai commencé par ces 3 cas de figure, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous cherchez, quelles sont les opportunités que vous avez proches de chez vous, pour connaître un peu le plan d'action pour trouver le terrain. Pour le cas de figure 1, il y a 2 voies possibles. Première voie, c'est que vous allez vous balader à pied ou en voiture dans la vraie vie, par les routes, autour des maisons, autour des fermes, etc. Et vous allez essayer de localiser, à chaque fois que vous voyez une vieille grange, des fois qui a été rénovée, et surtout qu'il n'y a plus de machines agricoles autour, ou à l'intérieur, ou comme ça. Des outils, oui, mais pas des tracteurs ou des remorques ou des grosses machines. Et si en plus, sur un terrain tout proche, il y a des arbres fruitiers, vous êtes presque sûr qu'il s'agit d'un terrain appartenant à des particuliers qui n'ont pas le statut d'agriculteur. C'est souvent en fait des legs, c'est-à-dire que les parents de ces personnes étaient probablement agriculteurs à l'époque
Et les enfants n'ont pas repris la ferme, ce qui fait que la grange ne sert plus actuellement. Et en Suisse, il y a énormément de cas de figure comme ça. Ce qui fait que la grange a souvent été rénovée en maison. Donc vous avez visuellement, vous avez l'impression que c'est une grange, en fait c'est une maison. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y a plus de machines agricoles autour, ce qui montre bien qu'ils ont tout vendu, ils ont vendu toutes les machines agricoles pour faire de la place, parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Et ça, c'est un signe intéressant, et c'est souvent très facile de les localiser, ça, en Suisse, parce que c'est souvent au bord des routes. Vous passez, vous trouvez une grange, vous essayez de voir s'il y a un peu des machines, s'il y a des arbres fruitiers. Et après, une fois que vous avez trouvé un endroit comme ça, vous notez son emplacement, son adresse, etc., en essayant de ne pas être trop indiscret. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Et ça, c'est la deuxième manière de faire si vous ne voulez pas du tout aller sur le terrain. Mais je conseille quand même de commencer par aller sur le terrain. Vous allez chez vous et vous ouvrez Map GeoFR. Alors, il y a des maps géo, l'équivalent de Map Géo pour chaque canton. Pour le canton de Fribourg, c'est Map GeoFR. Pour la Suisse, c'est Map Géo tout court, je crois. Mais c'est plus intéressant si vous prenez le Map Géo de votre canton, parce que vous trouverez le nom des propriétaires de chaque parcelle agricole. Et ensuite, vous allez à l'adresse que vous avez notée en vous baladant dans les rues. Regardez, vous cliquez sur la parcelle, vous cliquez sur registre foncier. Dans le cas de figure du canton de Fribourg, ça s'appelle registre foncier, peut-être dans d'autres cantons, c'est un nom différent. Et là, ici, vous voyez le nom de la ou des propriétaires du terrain. Une fois que vous avez cette information-là, vous allez insérer les noms des gens sur Internet, faire vos recherches ou sur Facebook ou j'en sais rien, pour essayer de connaître le métier de la personne. Et en principe, s'il y a quelque chose qui sort, vous allez très vite être fixé de savoir si c'est un agriculteur ou non. Et ça vous permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur la personne, en fonction de son métier, vous pourrez peut-être déduire un peu ses valeurs, etc. Si vous choisissez de ne pas passer par l'étape terrain et seulement de vous renseigner par Map Géo, ça peut aussi être intéressant parce qu'il y a des cas de figure où il y a des terrains agricoles qui appartiennent à des particuliers qui n'ont pas d'anciennes granges. Donc ça peut aussi être intéressant si vous ne trouvez pas des anciennes granges comme ça ou que vous voulez gagner du temps. Vous allez juste sur Map Géo et vous cliquez sur toutes les parcelles et vous regardez les propriétaires et vous mettez leur nom dans Internet pour voir leur métier. Puis au bout d'un moment, forcément vous finirez par tomber sur quelqu'un qui a un métier autre qu'agriculteur et qui a du terrain agricole. Et ça vous permettrait de trouver des propriétaires que vous n'auriez pas trouvé avec la première méthode que je vous expliquais avant. Une fois que vous avez localisé sur Map Géo quelque chose d'intéressant, allez toujours voir en vrai à quoi le terrain ressemble, parce que ce serait une perte de temps d'aller sonner chez la personne et puis de constater que par après qu'en fait l'emplacement du terrain vous convient pas. Et la dernière étape pour ce premier cas de figure, c'est d'aller sonner chez la personne. Si c'est votre village, probablement que soit vous la connaissez, soit vous connaissez quelqu'un qui la connaissait. Essayez de jouer à fond sur vos connaissances. Je dirais en priorité, vous aurez beaucoup plus de chances que ça fonctionne si vous contactez quelqu'un que vous connaissez et que ce quelqu'un connaît la personne, plutôt que si vous allez directement sonner chez la personne en vous présentant comme absolu inconnu. Et après, ce sera à vous d'improviser, d'arriver avec un projet construit, d'être démagogue et puis d'essayer de sentir un peu quelles sont les sensibilités du propriétaire et d'être vraiment compréhensif s'il refuse d'accepter, pas insister, d'être respectueux, etc. Pour le deuxième cas de figure, du coup, c'est un peu plus simple au niveau du repérage parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des fermes que des propriétaires de terrains agricoles déguisés en personnes lambda. Donc pour ce deuxième cas de figure, je vous propose juste d'aller sonner directement chez l'agriculteur. Peut-être vous renseigner un peu avant, de savoir quelles sont ses valeurs, ses sensibilités. Essayer de contacter aussi peut-être les personnes du village qui connaissent bien cet agriculteur, si vous les connaissez, pour vraiment faire une entrée en matière assez douce et pas juste... J'imagine ça peut être relativement violent pour un agriculteur d'avoir quelqu'un qui sonne à sa porte et qui se présente en disant « Hey, je veux un bout de terrain !» J'imagine qu'il va se sentir attaqué. Donc, allez-y tranquillement, allez-y avec démagogie. Je sais que aller sonner comme ça à la porte des gens pour poser ce genre de questions, dans la culture suisse, c'est pas facile. C'est vraiment un effort.
Mais il n'y a pas de miracle, c'est vraiment la seule manière qu'on a pour avoir accès à un bout de terrain, quoi. Pour rentrer en matière avec l'agriculteur, s'il fait de la vente directe, ça peut aussi être une idée, par exemple, d'aller régulièrement lui acheter des produits et taper la discussion quelques semaines avant de poser vraiment la question. Et après, si vous sentez que l'agriculteur il n'est pas catégorique, il ne vous dit pas non d'entrée parce qu'il n'a pas les moyens, pas le temps, pas la disponibilité, pas le terrain disponible, essayez d'insister un peu quand même en disant que vous êtes vraiment ouvert et que même s'il il veut vous refiler le pire bout de talus en pente, mal exposé comme ça, vous prenez pour lui montrer que vous en voulez vraiment et que c'est quelque chose de sérieux qui vous tient à cœur. C'est aussi important, il ne faut pas non plus, faut pas trop forcer, mais il ne faut pas non plus se plier et dire non mais t'inquiète, c'est pas grave, c'était une idée comme ça. Il faut vraiment montrer que c'est du sérieux et que vous allez aller jusqu'au bout. Si c'est pas lui, ce sera un autre, quoi. Et troisième cas de figure, on a très peu d'expérience concernant les communes. J'imagine que le plus judicieux, c'est juste de contacter la commune pour demander un entretien. C'est toujours plus facile de discuter en vrai que par téléphone. On voit la personne, on arrive à sentir un peu ses réactions plus facilement que le téléphone. Et puis après, juste poser la question, quoi. Et pour la commune spécialement, je pense que c'est très important d'avoir vraiment un dossier très solide, bien structuré, bien ordré, bien présenté. Parce qu'ils vont sûrement vous demander quelque chose comme ça de toute façon. Donc si vous arrivez directement avec, ça peut aider. Et donc je le répète, visez petit au début, même si c'est, j'en sais rien, 300 mètres carrés. Montrez-vous content de 300 mètres carrés, faites vos preuves, puis l'année d'après, vous essayez de discuter pour avoir un peu plus. Si, évidemment, si le propriétaire n'est pas d'accord de vous laisser plus dès le départ. Et concernant la loi, j'ai envie de vous dire, prenez-vous pas la tête avec la loi. Nous, de notre côté, on n'a jamais été embêtés par qui que ce soit au niveau juridique. Faites vos expériences. Si vous avez un doute si c'est légal ou pas, faites-le. Si vous ne prenez pas trop de risques en le faisant, évidemment. Et puis, attendez que quelqu'un vous dise qu'en fait, vous n'aviez pas le droit pour corriger ou pour lui demander sur quelle base légale il se base pour en apprendre davantage. C'est vrai qu'au début, quand on commence à travailler sur un terrain agricole alors que ce n'est pas notre métier, on peut être un peu perdu et se dire « Mon Dieu, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Mais globalement, tant que vous ne creusez pas des gros trous avec une pelle mécanique ou que vous bétonnez rien ou que dès que vous plantez un arbre, vous savez que vous avez l'autorisation du propriétaire, j'ai envie de dire vous risquez rien. Après, je précise, aucun de nous dans l'équipe n'est juriste. On a fait nos recherches dans la loi et dans la jurisprudence, mais on n'a sûrement pas été exhaustif. Donc si vous avez des connaissances supplémentaires, quelque chose à ajouter à ce qu'on a présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et on mettra peut-être à jour cette vidéo un jour si on voit qu'il y a des grosses corrections à faire. Mais je pense que là, vous avez une bonne base pour commencer vos recherches. Et je sais que c'est difficile. On est passé par là aussi. Nous, on a eu un gros coup de bol parce que ça s'est fait par bouche à oreille, ce qui fait qu'on n'a pas dû passer par la phase porte-à-porte. Mais si ça ne s'était pas fait comme ça, on aurait probablement été sonné chez des agriculteurs. De manière générale, mon conseil personnel, c'est viser plutôt le cas de figure 2, où vous contactez les agriculteurs eux-mêmes, parce que ça vous garantit peut-être un bon timing, donc de commencer assez rapidement, d'avoir accès à un bout de terrain assez proche de chez vous. Et ça simplifie aussi les procédures par rapport à si le propriétaire et l'utilisateur ne sont pas les mêmes personnes. On connaît des personnes dans le canton de Vaud qui sont passées par cette voie et pour qui ça a très bien fonctionné. Ils ont juste un peu insisté, ils ont dit on est ouvert à n'importe quel type de terrain. Et du coup, ils ont eu accès à un terrain un peu en pente, mais qui convient très bien pour ce qu'ils font. Dites-vous aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont justement dans le cas de figure 1, donc des propriétaires de terrains agricoles qui louent actuellement à un agriculteur parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Il y en a pas mal qui, étant fils d'agriculteurs et plus dans le domaine agricole, ont une vision un peu de l'agriculture comme étant quelque chose de destructeur un peu. Je dis souvent parce que tous ceux que j'ai rencontrés qui sont dans ce cas de figure-là, c'est un peu leur cas.
Et du coup, c'est souvent des personnes avec qui vous partagerez sûrement des valeurs d'écologie et de sauvegarde de la biodiversité ou j'en sais rien. Donc c'est aussi très intéressant de se pencher sur ces opportunités-là. Je parlais de la sensibilité des agriculteurs ou des propriétaires, surtout des agriculteurs. Si vous vous adressez à un agriculteur bio, ça peut être une bonne idée de mettre l'accent sur le fait que vous voulez créer une sorte de micro-écosystème pour favoriser la biodiversité ou comme ça. Ça peut lui parler. Par contre, si c'est un agriculteur conventionnel, j'imagine que vous aurez plus de chances, peut-être en justifiant votre démarche, en parlant par exemple du prix de l'énergie ou bien des risques de pénurie d'énergie carrément. Parce que ça leur parle. Eux, ils sont vraiment confrontés à ça de plus en plus avec les prix des engrais, le prix de l'électricité et le prix des carburants. Et puis j'imagine qu'ils peuvent se représenter ce que ça veut dire d'avoir de plus en plus de difficultés à avoir accès à de la nourriture pas trop chère, justement à cause des soucis d'énergie. Je pense que les agriculteurs conventionnels, il faut éviter d'aller sur le terrain de la biodiversité avec eux. Je pense que c'est une perte de temps. De manière générale, évidemment, il y en a très clairement, j'en connais plein des agriculteurs conventionnels qui sont très sensibles à ces questions-là, qui sont juste conventionnels par pragmatisme. Mais je dirais statistiquement, éviter d'aller sur ce terrain en priorité, je pense. Pour finir, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur Instagram. C'est pas pour faire fonctionner Google et pour faire de la YouTube monnaie, on n'a pas monétisé. C'est parce que nous, dans notre association, on est souvent en contact avec des gens qui connaissent des gens qui ont du terrain. Il y a souvent des gens, je dis souvent, c'est relatif, mais il y a régulièrement des gens qui viennent vers nous en nous disant « Ah ben j'ai 200 mètres carrés ici, j'ai 500 mètres carrés ici, j'ai 300 mètres carrés là, etc. » Et qui ne savent pas comment l'utiliser, soit c'est une friche, soit ils louent à un agriculteur mais ils voudraient changer, etc. Et nous, on leur dit on aurait quelque chose à vous proposer, par exemple planter des arbres, par exemple faire des cultures ou comme ça, mais on n'a pas les ressources en personnes, en énergie, etc. pour gérer le projet. Donc nous, après, on peut vous mettre en lien avec ces personnes-là et puis vous mettre en lien avec ces terrains pour que vous développiez vos projets dans votre coin, entre guillemets. Je pense que c'est important qu'on ait plein de projets, de petits projets en fait un peu partout, comme expliquait Arthur Keller dans son interview. Plein de petits projets indépendants, mais qui soient mis en réseau, justement pour renforcer cette branche dont parle Arthur Keller. Un dernier point, je vous propose de nous écrire. Si jamais vous trouvez du terrain agricole grâce à une des techniques qu'on a expliquées dans cette vidéo, et de nous expliquer un peu les détails de comment vous vous y êtes pris, comment ça a fonctionné pour vous, etc. pour que nous, on puisse aussi en apprendre et transmettre plus ce savoir. Il y a un gros manquement juridique et politique là actuellement. Ce serait vraiment crucial que beaucoup de personnes, une plus grosse partie de la population puisse avoir du terrain agricole, puisse avoir accès à du terrain agricole pour développer ses connaissances, son savoir-faire et son esprit d'entraide pour ce qui va nous arriver ces prochaines années. Et c'est pas fait actuellement, et même si on décidait de le faire, ça rentrerait pas en vigueur avant 10-20 ans. Donc on n'a pas d'autre choix en fait que de se lancer par soi-même, de trouver un peu des petites failles, des petits compromis pour avancer coûte que coûte. Allez, je vous propose de terminer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Et à la prochaine. Ciao.